Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Histoire, c'est la numéro 3. Donc, si vous n'aimez pas l'histoire et en plus si vous n'aimez pas la période de la Seconde Guerre mondiale, passez votre chemin parce qu'il y a 3 bouquins, uniquement que ça. Et vous allez voir les petits pavés. Donc, c'est les livres que j'ai lus depuis fin novembre, on va dire, oui, à peu près. Voilà, 4. Alors, je triche parce qu'il y en a un, le premier, qui est un roman, etc., que j'avais lu à sa sortie au printemps dernier, je crois, mais que je n'avais pas chroniqué ici parce qu'en fait j'avais pas encore trop ma chaîne, enfin je l'avais mais comme je l'avais pas présenté, bref. Et j'ai eu envie de vous présenter parce que j'aime beaucoup la thématique qu'il aborde, voilà. Donc on va commencer, Seigneur tout honneur. La vie silencieuse de la guerre de Dennis Drummond, donc au Cherche Midi. En fait c'est un roman mais qui parle de guerre, mais des guerres. Puisque, en fait, dans ce roman-là, on suit Enguerrand, qui est un reporter de guerre, qui va donner des négatifs à une certaine Jeanne, des négatifs qu'il a pris dans 4 pays. Donc, en fait, le Rwanda, alors je l'ai lu au printemps dernier, hein, comme d'habitude, c'est Rwanda, Bosnie, Afghanistan et Irak. Et en fait, au travers de ça, ces 4 pays meurtris, blessés, qu'on va voir, découvrir à travers les photos. Alors, je tiens à signaler quand même qu'il a eu un prix en 2019 qui est un des prix distribués par la Société des gens de lettres. Voilà. Oui, c'est toujours agréable de voir sa société à laquelle on adhère, on va dire, prime un auteur et un roman qu'on aime. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, surtout, c'est le côté photo-reportage et le fait de l'impact des photos euh, que peuvent avoir les photos sur la retransmission d'une guerre, enfin en l'occurrence de 4 guerres là, de 4 conflits on va dire, mais surtout l'impact que ça peut avoir sur les personnes. Parce que en tant qu'auteur, évidemment, je vais vous dire que les mots comptent, etc. Le roman compte. En plus, le style est fluide, c'est très agréable à lire. Franchement, c'est vraiment un roman très, très, très agréable. Très instructif en plus aussi. Mais le thème qui me scie encore plus, on va dire, c'est que moi, je suis très sensible à la photo, j'en fais. Et je trouve toujours, et j'ai toujours dit, que l'impact d'une photo ou d'un lieu était beaucoup plus parlant et marquant que si on vous donnait 4 pages de texte à lire sur quelque chose. Donc je suppose que vous avez tous en mémoire des photos qui vous ont marqué et que malgré le fait que vous ayez des vues ou lu des reportages, des articles, des trucs dans les magazines, dans les quotidiens, etc., la photo peut choquer plus, et choquer dans le sens où peut vous impacter beaucoup plus, et c'est ce qui dénonce, enfin ce que énonce ce livre en plus de dénoncer les guerres et les conflits, c'est véritablement que on ressent quelque chose à travers une photo. C'est quelque chose qui peut être envoûtant, fort. Et moi, c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que j'admire les photoreporters de guerre depuis que je suis toute petite. Parce qu'ils ont la possibilité de nous faire voir un conflit, de nous faire de nous montrer quelque chose, et aussi de montrer l'arrière-plan. Quelquefois, c'est pas parce que vous allez montrer une tuerie que ça va vous marquer plus. Quelquefois, c'est juste ce qui peut être en second plan ou furtif ou flou, un peu flou derrière, mais qui va vous mettre une impression encore plus importante. Donc La vie silencieuse de la guerre, donc de Dennis Drummond chez Cherche Midi. Honnêtement, ces carnets-là de guerre, les 4 négatifs, cette espèce de huis clos, donc en Rwanda, au Bosnie, en Afghanistan et en Irak. Si vous aimez la photo, si vous aimez savoir sur des conflits, et que vous aimez une belle écriture fluide, très agréable, très instructive, très forte, très envoûtante, voilà. Je voulais le ressortir parce que franchement, moi j'ai vraiment adoré. Et du fait qu'il avait encore en plus obtenu ce prix de la Société des gens de lettres, j'étais d'autant plus fière qu'il l'ait. Voilà. Autre livre, vous allez voir, alors aucun rapport, attention, on arrive dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est étonnant?
venant de ma part? Non, voilà, merci. Alors ça va pas être étonnant du tout, évidemment. Alors je vous le mets en gros plan, hein. C'est la guerre du désert 40-43. C'est un collectif, hein, sous la direction de Nicolas Lambianca, David Reynolds et Olivier Wierworska. C'est chez Perrin, je vous le dis, Perrin, ministère des Armées, École nationale de Rome. Ouais, je suis un peu en train de bouffer l'école française de Rome. Alors évidemment, comment dire? Alors, Olivier Vervorka a rassemblé les meilleurs spécialistes de la période, en tous les cas de ce théâtre d'opération qui a été la guerre dans le désert, donc au Maghreb, en Libye, machin, enfin bref, vous connaissez l'histoire, j'espère. Enfin, en tous les cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez ça. Voilà. Alors, avant de passer au truc qui me plaît pas, enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais voilà, c'est un bouquin qui est un. Il y a beaucoup d'auteurs différents, donc il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup. Il y a peut-être des manques quelque part, mais ça c'est parce que Bibi, je sais pas, je pense que je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais voilà, moi je suis une personne qui a toujours été, et alors je sais que ça peut être très mal pris ce que je vais dire, mais personnellement, m'en fous. Je suis une admiratrice de l'homme, et on va dire du génie, enfin pas du génie, mais du tacticien militaire, qui était Erwin Rommel. Et oui, je collectionne aussi sur Erwin Rommel, d'où mon intérêt grandissant en achetant que des bouquins qui traitent de ça, parce que je pense que, voilà, si je vous fais un jour un tour de ma bibliothèque histoire, ce que je compte pas faire, mais si je vous fais ça, vous allez vous affoler sur les livres d'histoire que je peux avoir sur Rommel. Voilà. Donc moi je suis une maboule de cette période-là. J'essaye de lire tout ce qui me tombe sur la main. Alors, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de précisions, il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à plonger dans ce livre-là avec grand intérêt. Parce que de toute façon, on ne connaît jamais tout, hein, même si on lit et qu'on connaît bien une période et quelqu'un. On ne connaît jamais tout. Alors, il y a sûrement des choses que j'ai réévaluées, réapprises, ou en tous les cas qui me sont revenues parce que, bon, ma mémoire. Même si elle est extensible, ce qu'on dit, bon, bah, quelquefois il y a des choses pas que j'oublie, mais que j'ai passées très rapidement. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Après, c'est quand même une période qui est, même si elle est quand même hyper connue, qui n'est pas quand même la plus évoquée partout. Voilà. Donc moi j'avais vraiment, vraiment envie de vous le montrer, parce qu'en plus j'ai beaucoup aimé hein, l'historiographie, punaise, à chaque fois je me trompe sur ce mot-là, que représente ce bouquin. Après, bon, c'est pas un petit pavé, il est pas gros, hein, ça va, c'est combien ouais, bon, alors par contre, les pages de notes, je sais, vous allez hurler, mais enfin, il y a ça de pages de notes, hein. Voilà. Bon, en gros, il y a 300 pages. Ça va, c'est pas non plus. Voilà. Après, oui, 300 pages écrit petit, avec 30 pages de notes. Que du bonheur. Voilà. Mais c'est que du bonheur pour moi, hein, donc voilà. Si vous êtes intéressé par les tactiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et notamment celle qu'a auguré Erwin Rommel. Voilà. Moi, je suis pas objective hein, quand ça vient à Rommel, donc laissez tomber. C'est pas du tout mon truc. Je suis pas objective, donc voilà. Autre livre, alors là, non, est-ce que je vais, non, je vais présenter l'autre parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Attention, sur le pavé du siècle. Alors, je me recule parce que si je me mets trop près, vous n'allez pas tout voir. Ça s'appelle La Wehrmacht, la fin d'un mythe chez Perrin, toujours excellemment Perrin, donc je vis avec Perrin moi. Alors attention, il ne sponsorise pas les vidéos, hein. J'achète tous mes bouquins d'histoire, celui-ci a été un cadeau à Noël, comme quoi il y en a qui me connaissent très très bien. Alors, pas pavé, mais hein, vu la grandeur, on va dire qu'on peut dire c'est pavé. C'est pas donné parce qu'il coûte quand même 35 €. Enfin, après, vous me direz pour un livre d'histoire, c'est pas très cher. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de schémas didactiques, etc. Alors, Jean Lopez a l'habitude de rassembler une équipe de rédacteurs. Il a un magazine et il a rassemblé. En fait,
beaucoup d'articles qui étaient parus dans le magazine, dans sa, ouais, dans ça, sur tous les théâtres d'opération. Alors ça va de Dunkerque aux batailles d'Angleterre, en Barbarossa, Stalingrad, Kursk, que j'adore. C'est une bataille que j'adore, le débarquement, bien entendu, etc. La bataille de Berlin, les Ardennes, tout ce que vous voulez. Euh, Ça rassemble les stratégies en vigueur, les forces en présence, les carences aussi, tout ce qui a pu vous expliquer. Alors il y a beaucoup de photos, il y a des schémas tactiques, voyez, qui peuvent expliquer. Alors voilà, qui peuvent expliquer aussi à ceux qui ne connaissent pas trop certaines batailles, qui ne connaissent pas trop les tactiques de la Wehrmacht, ou en tous les cas qui ne connaissent pas vraiment. Après, c'est un livre qui vous explique. Et ce qui est logique, c'est que la Wehrmacht était à la base une armée un peu comme les autres. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mythes autour de la Wehrmacht. Moi, j'ai bien aimé le côté didactique, tous les encarts, tous les chiffres. Il y a énormément de chiffres. Tous les vocabulaires, il y a des vocabulaires qui sont expliqués, etc. Il y a un glossaire, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Franchement, c'est un très beau livre. En plus, c'est un pavé qui compile tous les articles qui sont parus dans cette revue. Euh, Après, je râle tout le temps, surtout sur l'histoire. Après, effectivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi quelque chose qui me gênait, c'était qu'il il y a eu une tendance à minimiser l'innovation qui a été la Blitzkrieg et à aussi minimiser l'impact des Panzers. Voilà. Chacun son opinion, chacun sa vision effectivement des batailles, de ce qui est. Il est vrai que la Wehrmacht était une armée comme l'autre. Après, peut-être, je ne sais pas si elle était plus préparée, ça c'est à vous de voir. Hein. Enfin, moi j'ai ma propre opinion, mais je sais pas à moi de vous dire ce que j'en pense. Hein. Sauf si un jour vous me demandez mon avis sur ça, je vous la donnerai, je vous ferai une vidéo que sur ça. Mais on parle du livre. Après, c'est pour vous faire une opinion. C'est pour vous expliquer comment ça marche. Ça vous donne la possibilité de comprendre tout était le schéma tactique. Est-ce que les généraux allemands étaient meilleurs? Non, pas forcément. Certains oui, qui étaient quand même de fins tacticiens, mais certains oui. Est-ce qu'ils ont profité de la faiblesse des autres, de l'effet de surprise? Sûrement. Nonobstant le fait que c'était une armée un peu comme l'autre. Alors je recommande aussi en parallèle, et je vous en parlerai dans le prochain point histoire qui aura lieu sûrement en mai. Je vais essayer d'en faire un par trimestre. Parce que j'ai repris un livre qui s'appelle, je crois que c'est Être soldat, enfin, je me rappelle plus, Être soldat de Hitler. Par contre c'est Benoît Rondeau, ça c'est chez Perrin aussi, parce que Rondeau avait fait, enfin moi j'aime beaucoup Benoît Rondeau, j'ai un Rommel derrière moi. Qu'il a fait. J'aime beaucoup parce que c'est un historien qui a un point de vue assez différent et qui là, lui, explique aussi dans Être soldat de Hitler que la Wehrmacht était quand même une armée comme l'autre, enfin comme les autres. Voilà. Après, il y a eu, oui, il y a eu des très bons tacticiens, il y a eu des coups d'éclat. Et puis il y a eu le sacrifice de ces hommes, voilà, aussi, qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont sacrifiés sous la folie de certains qui ont décidé que, même perdu pour perdu, on sacrifie tout le monde, hein, tant qu'à faire, que du bonheur. Voilà, donc c'était la Wehrmacht, la fin d'un mythe, donc sur la direction de Jean Lopez chez Perrin, avec la somme donc de tous les, je vous le mets bien comme il faut, de tous les articles qui ont été dans Guerre et Histoire. C'est ce que je cherchais, Guerre et Histoire, le magazine. Oh là là, la fille. Ouais, mais bon, voilà. J'en ai quelques-uns, comme par hasard, consacrés à certaines personnes ou certains généraux. J'ai pas caché le fait que Rommel, mais je regarde beaucoup sur Guderian, même si je n'étais pas d'accord avec ses tactiques, enfin en tout cas Guderian. Sur Paulus aussi, etc. Donc il y en a certains, ou des batailles comme Kursk, que je citais tout à l'heure, qui me sont plus intéressantes que d'autres. Bien sûr, Stalingrad, etc. Bon, outre tout ce qu'a fait Rommel, mais Kursk est quand même une des batailles que j'aime bien étudier, sur laquelle j'aime lire, et qui n'est pas vraiment la plus distribuée partout, mais qui est agréable quand on la retrouve dans un livre comme ça. Et alors, attendez, je place le pavé parce qu'il va se casser la figure. Et en fait, il va m'arriver carrément, directement, on va dire, sur le pied. C'est pas une bonne idée.
Je voulais vous parler de celui-ci en dernier. En fait, ça s'appelle Sale temps pour les Allemands de Christine Schneider. Donc c'est l'itinéraire de Werner Schneider, qui est son papa, qui a été prisonnier de guerre, donc c'est marqué hein, entre 45 et 47 en France. Il y a une préface de Beate Kreisfeld qui est particulièrement émouvante. Alors c'est l'histoire, on va dire, peu glorieuse de ce qui s'est passé pour les prisonniers qui ont été capturés, les prisonniers allemands, bien sûr, c'est marqué dans le titre, qui ont été capturés donc entre 44 et 45 en France et ailleurs, parce qu'il y en a certains qui ont été rapatriés, et qui, en fait, la fille de Werner Schneider, donc Christine, a voulu offrir le témoignage de son papa sur les conditions qu'il a eues, sur les conditions de prisonnier de guerre, comment vous expliquer, qui en fait, en gros, l'histoire n'est jamais toute blanche ou toute noire, et elle est même pas grise avec des nuances. Et Werner Schreier le dit très bien à un moment donné, il dit que l'histoire n'appartient qu'aux vainqueurs, et ce qui est vrai. L'histoire va parler en filigrane de ces pratiquement 750 000 prisonniers allemands qui ont été, qui n'étaient pas tous des nazis. Alors ça, il faut aussi le rappeler, je rappelle à chaque fois, parce que ça m'est arrivé, ça m'arrive assez régulièrement quand j'évoque cette période d'histoire, qu'on me dise « ouais, mais c'était des nazis ». Là, pas tous, malheureusement pour eux, mais pas tous, qui étaient enrôlés, on va dire de force quand même, quand il y a une certaine classe d'âge dans les jeunesses hitlériennes qui se sont retrouvées après dans la Wehrmacht, qui n'ont pas vraiment eu le choix de décider ce qu'ils allaient faire. Alors après, leurs exactions, etc., ça c'est une autre chose. Simplement, il y a le fait que ces prisonniers ont subi quand même des conditions assez innommables, des conditions de travail, d'hébergement. Ils ont été poussés très souvent à la famine. Ils ont fait des travaux qui n'étaient pas très glorieux et dont on espérait, je pense, du côté des vainqueurs, les faire mourir dans ces conditions-là pour les faire payer de ce qui avait été fait par d'autres ailleurs. Et moi j'ai trouvé que ce livre-là, donc ce témoignage-là, était assez remarquable parce que justement ce PGA, donc ce prisonnier de guerre allemand, explique toutes les conditions, les manques de nourriture, la peur, les coups, tout ce qui s'est passé après qui n'est pas glorieux parce qu'une fois qu'on a gagné une guerre en tous les cas, on va dire la décence voudrait que en tant que vainqueur on agisse en vainqueur, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une espèce de, j'ai pas dit pardon machin, mais de magnanimité envers ceux qui ont perdu et de les traiter avec les égards qu'on aurait aimé qu'ils fassent pour nous. Alors même s'ils ont été des salopards de première catégorie et qu'ils ont traité certains prisonniers de guerre mal, on le sait, etc. Mais ne faites pas à machin ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. En gros, hein, on va pas citer... Voilà, mais... Et moi j'ai aimé ce livre-là parce que ça pose justement ce problème-là de beaucoup de choses qui ont été faites. Moi j'avais parlé à mon grand-père qui pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des prisonniers allemands dans notre village à Saint-Martial qui résidaient au château, qui est le site au milieu du village. Et il y avait des geôles, etc. Et il n'y a pas très longtemps encore, il y a une dizaine, quinzaine d'années, le château, parce que maintenant il a été vendu, il a été retapé, il a été refait magnifiquement bien d'ailleurs, etc. Mais il y avait encore les traces de ces soldats allemands, de ces prisonniers allemands. Et mon grand-père me disait qu'à l'époque, il faisait des travaux de champs, donc c'était dans les grandes guerres, donc c'était entre 15 et 18-19 d'ailleurs, je crois, et qu'il faisait des paniers en osier et qu'il s'était fait taper sur les doigts parce qu'en fait, il était allé leur parler.
C'était un petit garçon, mais voilà, lui, et puis ces hommes étaient sûrement des papas, et donc ils avaient pris mon grand-père pour un petit garçon assez sympa qui venait leur parler, et on lui disait, mais il faut pas, c'est des Allemands, il faut pas leur parler, c'est des Boches, il faut pas leur parler, il faut leur jeter des pierres, et mon grand-père me disait, mais moi j'étais un petit garçon et je comprenais pas pourquoi il fallait pas jeter des pierres à des hommes qui me disaient qu'ils avaient des petits garçons aussi qui les attendaient de l'autre côté, voilà. Donc peut-être que j'ai été sensibilisée à ça. Outre le fait que la préface de Beate Klarsfeld est vraiment très très émouvante, et alors c'est à ce sujet-là aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'avais été particulièrement remuée par un film qui s'appelle Les Oubliés. C'est un film danois, alors le nom du réalisateur c'est Martin Sandveit, un truc comme ça. Qui faisait état des prisonniers allemands qui avaient été amenés au Danemark pour déminer les plages. En fait, pour enlever les mines qu'ils avaient, pas eux posées, mais enfin que l'armée avait posées. Et alors, les conditions de détention, les coups, le fait de... Bref, toutes les conditions qui avaient été déplorables et qui alors pataugeaient, mais alors vraiment, et même piétinaient les conventions de Genève. C'était impressionnant. Et le film était bouleversant. Et en plus, malgré le fait qu'on savait qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait, on se prenait ouais, je sais même pas si c'est de bienveillance envers un des soldats, et les conditions de détention, les conditions de vie, le fait qu'on les voyait être affamés complètement et alors jetés sur les mines alors qu'ils étaient... alors ces soldats-là en plus, fin de la guerre, c'est des gamins. Donc tous ceux qui ont été jetés dans la bataille à la fin de la guerre, c'était des gosses. Vraiment, quand je vous dis, voilà, c'était des gamins qui avaient entre 15 et 20 ans, et qui sont arrivés en dernier, et qui se sont retrouvés à payer les exactions des autres, mais eux, voilà. Donc si vous avez l'occasion de voir le film Les Oubliés, du danois, donc c'est Martin Sandviet, c'est Sandviet, je crois. Il y a un L quelque part. Sandvliet. Ouais, parce que je l'ai quelque part, le livre, donc, le film, donc voilà. J'aurais pu d'ailleurs le chercher. Bref, donc, ça le temps pour les Allemands, c'est le témoignage de la fille de Werner Schreier, et oui, c'est son paponnet en couverture. D'ailleurs, il y a même une photo, bon, voilà. Voilà. Moi, enfin, après, vous en pensez ce que vous voulez. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il faut lire les deux côtés d'une histoire. Je l'ai toujours dit, je le prêcherai encore. Si vous vous attachez à une période, surtout à celle-là, et surtout à certaines choses particulières, si vous ne lisez pas les deux pans, voire la neutralité, mais si vous ne lisez pas les deux pans de l'histoire, vous allez avoir qu'une seule vision. Et une seule vision, c'est pas la bonne. Enfin, en tous les cas, c'est pas la... Voilà. Donc, hop, si ça vous intéresse, hop, si vous aimez la guerre du désert, et puis que vous aimez les tactiques, et puis que voilà, que vous êtes une fan de un peu Rommel, vous y allez. Si vous voulez un joli roman sur la guerre, sur la photo, sur l'impact des photos pendant une guerre, et sur l'impact que ça peut avoir sur un reporter, sur 4 conflits, donc je le rappelle, le Rwanda, l'Afghanistan, l'Irak et la Bosnie. Sachant que bah, malheureusement, vu mon âge, les 4, voilà, je les ai un peu vus par écran interposé, donc, et par photo interposée. Et alors là, la Wehrmacht, la fin d'un mythe, donc chez Perrin, sous la direction de Jean Lopez, qui est un recueil de beaucoup d'articles, améliorés, etc. Mais en tous les cas... Alors, pour en avoir vu un, et avoir la revue, je trouve que dans la revue, c'était beaucoup plus détaillé. Voilà, mais c'est didactique, hein, donc je pense que c'est fait pour le grand public. Voilà, mais c'est un beau bébé, hein, je vous le dis. Voilà, donc c'était les 4 livres lus
depuis novembre, sachant que non, 3 livres lus et le 4e dont j'avais envie de vous parler. En fait, j'ai relu une petite partie de La vie silencieuse de la guerre, parce que j'avais envie de le relire avant de vous en parler. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour le point histoire, donc le point numéro 3. Prochain point en mai, j'en ai déjà 2, dont un de relecture, dont un qui est là. Je peux vous le montrer, hein, parce que j'étais en train de travailler sur quelque chose, donc je l'ai ressorti. Ouais, vous allez dire que c'est une obsession, mais non, c'est pas une obsession. Ouais, enfin, c'est pas une obsession, c'est un gros intérêt, voilà, on va dire que c'est ça. Donc ça, c'est en relecture. Il y en a un autre, donc de Benoît Rondeau, donc j'ai cité tout à l'heure. Et j'en ai vu un sur le RSS, qui m'intéresse beaucoup, et que je vais récupérer au Salon du Livre de Paris parce qu'il sort là, et je pense que je l'aurai fini en mai, donc je vais encore bouffer ce truc. Donc il y aura un autre point histoire en mai, j'espère que vous avez aimé. Si vous n'aimez pas trop, bah, je suis désolée, mais bon, je pense qu'il y en a qui vont apprécier mon point histoire. Voilà. Allez, bonne journée, et puis bah, à la prochaine. La prochaine, c'est quoi? Je crois que c'est les favoris, enfin c'est les items. Voilà. Allez, au revoir. Oui, j'ai retrouvé mon vernis. Oui, on s'amuse comme on peut.